Et si je vous disais qu'avant même la crise Covid, 17,5% des dirigeants de TPE-PME présentaient déjà un risque d'épuisement professionnel. 17,5, c'est presque 20%, c'est déjà presque un quart des dirigeants. C'est énorme. Ce chiffre, je le tiens de l'Observatoire Amarok, l'une des rares sources académiques d'ailleurs françaises spécialisées sur la santé des dirigeants, et depuis, ce chiffre ne fait qu'augmenter. On est vraiment à un dirigeant sur 5. Avant même que la pression ne s'intensifie, c'est l'objet de cet épisode. À tout de suite. Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet tout particulier que beaucoup de dirigeants évitent et pourtant, ils savent très bien que ça leur pende au bout du nez. Ils évitent ça pas par manque d'intérêt bien évidemment, mais parce qu'on a l'habitude de tenir, de s'accrocher, d'avancer. Un dirigeant, c'est pas quelqu'un qui abandonne, c'est pas quelqu'un qui lâche. Il n'a pas l'habitude de s'arrêter. Je vais donc parler de burn-out et je vais commencer par le mien. Parce que si je vous demande de vous regarder en face, il faut que moi-même je sois capable de faire la même chose et je peux vous assurer que je l'ai fait. Et je vous dirai que l'expérience vécue, ça a une puissance que même les stats n'auront jamais. Je vais vous raconter, je vais vous ramener un épisode de ma vie où j'ai traversé une transition particulière puisque je suis devenue maman. Transition particulière qui coordonnait aussi avec une transition professionnelle réclamée, demandée, mais du coup simultanée. 2 transformations en même temps, 2 identités en mouvement au même moment. Et je vous parlerai un petit peu de ma personnalité au regard de Processcom pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'en suis arrivée là. Donc de l'extérieur, véritablement, tout allait bien. J'avais une famille, un enfant à naître. Et puis, cette évolution professionnelle au retour de mon congé maternité qui m'avait été promise quand je suis partie, que j'ai réclamée quand je suis revenue et qui allait se faire. Donc j'avançais, je produisais, je livrais. J'avais la reconnaissance de mes équipes, de ma hiérarchie. Tout se passait bien. Mais à l'intérieur, je ne me suis pas rendu compte d'une chose, c'est que le réservoir était en train de se vider. J'étais comme une passoire. Silencieusement, mon carburant s'en allait, et le premier signal que j'aurais dû écouter, bien évidemment, on peut le dire après coup maintenant, eh bien c'est mon corps. Et mon corps, il m'a parlé bien avant ma tête. Ce qui fait que dans cet épisode, je vais vous partager les 5 signaux que j'aurais dû écouter avant même de toucher le fond. Je vais vous raconter pourquoi le burn-out du dirigeant est différent finalement de celui du salarié et comment créer votre espace à vous, votre propre système d'alerte pour ne plus passer à côté. Cet épisode est d'utilité publique, j'ose le dire. À la fin de cet épisode, vous aurez cette grille de lecture claire pour vous auto-observer, des repères concrets pour reconnaître l'épuisement avant même qu'il s'installe et une question puissante que je compte bien vous poser de manière à ce que vous puissiez vous la poser dès cette semaine. Ça m'amène au premier point qui va concerner le pourquoi est-ce que le burn-out du dirigeant est si différent. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'était d'un point de vue du salariat. Mais j'ai également vécu, en parallèle de ça, c'était une sorte de rebond, depuis que je suis chef d'entreprise, une forme d'épuisement professionnel que j'ai vu venir. Le burn-out, ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas le stress. C'est un état d'épuisement profond de vos ressources. Elles peuvent être de 3 ordres différents, intellectuels, cognitifs, émotionnels ou bien même physiques. Et donc, cet état-là, il vient d'un déséquilibre chronique, finalement, entre vos contraintes et vos ressources. Certains diraient, Natacha, t'es gentille, mais c'est un petit peu la définition du stress, non ? Et oui, vous avez raison. Le stress est reconnaissable à partir du moment où on le
voit venir, on essaye de contrecarrer un petit peu les symptômes, mais dans le cas d'un burn-out, vous êtes absolument dans le déni, ce qui fait que vous êtes incapable de voir ça. Il y a un vrai déséquilibre, et du coup chronique, dans le temps qui s'installe entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. La moyenne aujourd'hui, on est en 2026, des personnes qui font un burn-out, pour s'en relever, c'est de 18 mois. Et l'OMS, d'ailleurs, le définit comme un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Et chez le dirigeant, ce déséquilibre a du coup une particularité parce qu'il est souvent invisible. Et du coup, je vous l'ai dit, même pour soi. Pourquoi ? Parce que le dirigeant, c'est souvent celui qui donne le tempo, celui qui bat la mesure. Il n'a pas le droit, ou alors il croit ne pas avoir le droit de montrer qu'il fatigue. Parce que c'est lui le phare. C'est pas la barque, c'est lui le phare. Un chiffre qui dit tout, si je vous parle du baromètre 2017 de la santé des dirigeants de Malakoff-Médéric, l'annonce est tout à fait éloquente. 39% des dirigeants travaillent 50 heures ou plus par semaine et un tiers d'entre eux ressentent un isolement marqué. La solitude du dirigeant, ça n'est pas un mythe. On se sent souvent seul à tout porter sur ses épaules. 39% qui dépassent les 50 heures, un tiers qui se sentent seuls, c'est pas un profil d'exception, c'est une réalité qui est même structurelle. Si je dois vous faire une métaphore associée, c'est un peu comme piloter un avion avec le voyant de carburant éteint. En fait, c'est exactement ça. Vous continuez à voler, d'accord ? Et en fait, vous ne savez même pas quand vous allez tomber parce que quand ça arrive, c'est ultra brutal. Le paradoxe, pour un dirigeant comme ça qui s'épuise, c'est-à-dire que plus il est épuisé, plus il compense. Donc en fait, plus il s'épuise, plus il se dit « je dois travailler davantage » pour rattraper la baisse d'efficacité, ce qui fait qu'il augmente son nombre d'heures. Il passe des heures en journée, au soir, au week-end, aux vacances. Il s'isole pour ne pas montrer ses limites. Hyper compliqué, et je le vois dans les réseaux d'affaires auxquels je participe, et encore une fois, à mon humble échelle de petit colibri, mais on ne parle pas de ce qui ne va pas. Et donc, quand ça ne va pas, on préfère ne pas venir. Comme ça, on ne nous posera pas de questions. Et puis, le dirigeant épuisé, finalement, il reporte ses besoins à plus tard. Je pourrais me reposer quand j'aurai atteint ce chiffre d'affaires. Quand il se passera ça dans mes équipes. Quand ces résultats-là arriveront, et pas avant. Et ce faisant, finalement, il accélère exactement ce qu'il essaye d'éviter. C'est pour ça que ça m'amène à mon deuxième point, mon témoignage. Je vais vous partager ici les 5 signaux que j'aurais dû écouter pour moi. Ici, le signal numéro 1, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous l'ai évoqué, c'est que le corps parle bien avant la tête. Mon premier signal à moi, il a été physique. Pas spectaculaire, pas un malaise ou des choses comme ça, mais c'est insidieux. Ça a commencé par des douleurs, et puis finalement par un sommeil qui change. Alors moi j'étais postée, je me disais, le sommeil, ouais c'est normal, je dors mal, mais comme tout le monde, j'ai envie de dire, c'est pas évident de se lever à des heures pas possibles. Je faisais pas d'insomnie franche, voyez, donc c'est pas des signaux qui m'ont alertée particulièrement. C'était plutôt un sommeil qui ne répare plus. Ça veut dire que quand je me réveillais, j'étais comme endettée d'un sommeil qui ne m'avait pas réparé. Je me réveillais fatiguée, en pensant que c'était normal, mais des fois même après 8 heures de sommeil, même après des week-ends bien réparateurs, même après des moments de ressourcement, qui étaient les miens. Et puis, la santé. Les petites choses qui s'accumulent. Les problèmes. Alors, je vous ai dit, j'ai une capacité à résister qui est assez importante. Mais quand le corps me dit « Ok Natacha, mais en fait là, j'ai plus les ressources pour me défendre », ce qui se passe, c'est qu'on commence à avoir d'autres signaux. Alors, c'est la gorge, c'est des maux de tête, c'est des choses comme ça. Jamais
c'est des signaux qui n'ont pas été suffisants, je veux dire, pour m'arrêter. J'ai pas pris d'arrêt de travail à aucun moment. Mais le problème, c'est que de ces signaux-là, j'ai commencé à avoir des problèmes à conduire. J'ai commencé à avoir des problématiques sur la route qui m'empêchaient même de prendre les voies rapides et qui m'ont forcé à prendre les routes les plus écartées entre les champs, avec, imaginez-vous, en pleine nuit, tous les lapins. Je m'en souviens très bien, les lapins qui traversaient mon chemin. J'en ai percuté quelques-uns, d'ailleurs. Et du coup, mais tout ça, c'était quelque part des alertes aussi, parce que j'étais incapable, donc j'étais en vigilance, mais incapable de les éviter. Ce que j'aurais dû faire à ce moment-là, c'est d'écouter le signal immédiatement. De ne pas le mettre sous le tapis, de ne pas le mettre dans un coin, de ne pas le mettre sur le compte non plus de « Oh, c'est un coup de fatigue passager ». Et puis, je vais vous parler d'un deuxième signal. Ça a été la perte de plaisir. Ce qui me passionnait devenait routinier, ennuyeux. Ennuyeux, c'est un mot fort, mais quelque part, ça ne me passionnait, plus autant. Pas de manière brutale, mais progressivement. Moi, je l'ai mis sur le compte à l'époque de cette transition professionnelle, de ce souhait d'évoluer. Et puis un matin, j'ai préparé une session que j'aimais et j'ai réalisé que je le faisais par contrainte, parce que ça faisait partie de ma routine, parce que j'en avais le devoir, pas l'envie, plus l'envie. Et en ProcessCom, on vous parle des besoins psychologiques. On vous parle des leviers de motivation. Quand ils ne sont plus nourris, l'énergie disparaît. Et quelque part, c'est ce qui m'était arrivé. J'avais ce besoin de reconnaissance pour le travail, de manière productive et quantitative. J'avais ce besoin que le temps soit structuré comme je le voulais. Et comme je vous l'ai dit à l'époque, j'avais mon enfant, à un moment donné, à aller rechercher chez Nounou, avec cette pression que je me mettais absolument folle de devoir tout terminer dans les temps pour qu'à telle heure, je doive partir chercher mon enfant. Et quand les valeurs professionnelles et personnelles s'enchevêtrent finalement, s'entrecroisent, s'entremêlent, eh bien à un moment donné, vous ne savez plus faire la distinction entre ce qui est important, ce que vous devez faire, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous nourrit, des obligations et des contraintes. Ce que j'aurais donc dû faire à ce moment-là, c'est me demander véritablement ce dont j'avais besoin et de changer mon état d'esprit autour de « Ok, et s'il arrive ça, c'est quoi l'option B que tu as ? Quelle autre option tu as ? Quelles contraintes tu peux te retirer pour pouvoir réfléchir et évoluer différemment dans l'histoire que tu es en train de te raconter ?» Et ça, j'étais incapable de le faire parce que c'était pour moi une espèce de normalité que de devoir m'imposer ça. Moi. Pas les équipes, pas les partenaires, pas mon agenda. Moi. C'est ce que je me racontais. Et si j'avais su nourrir mes besoins différemment, si je les avais compris, j'aurais certainement évité ces séquences de stress. D'où la puissance que ProcessCom a, quand vous vous comprenez, avant toute chose, ça sert à gérer vos propres comportements. Puis le troisième signal dont j'ai envie de vous parler, quelque part, c'est cette forme d'irritabilité. Mais alors, pas spécialement au regard de mes collègues, quoique certains m'agaçaient plus fortement que d'autres et je devenais plus impatiente et du coup plus exigeante. Mais comme je l'étais naturellement, comme ça fait partie de mes caractéristiques de personnalité, rigoureuse, je le suis. Responsable, je le suis. Logique et organisée, je le suis. Donc je me suis dit que c'était normal. C'était pas un signal, pour moi ce signal c'était plutôt un signal d'évolution. Et donc, des petites choses qui ne m'auraient pas affectée avant, qui prenaient de plus en plus d'espace, je me disais, oui, tu t'affirmes Natacha, c'est normal. Mais finalement, il y a aussi cette trace émotionnelle que laissent certaines choses. Elles ont plus de mal à partir. Et quand il y avait des événements qui se retraçaient dans mes journées, finalement, je repartais avec. Et puis j'y repensais quelques jours après, là où avant, j'aurais déjà passé mon chemin. Un email mal rédigé, cette surexigence que je m'imposais à moi. Une décision qui tardait parce que, est-ce que c'était sûr d'être la bonne ? J'étais pas certaine.
Et donc, cette forme d'exigence, d'irritabilité, ou on pourrait peut-être même parler d'exigence agressive quelque part, eh bien, c'est rarement de la mauvaise humeur ou du mauvais caractère. Hein. C'est une forme de charge émotionnelle qui pèse sur une charge mentale. Donc c'est une jauge. Et puis elle dit, cette jauge-là, elle est en train de vous dire, là, il n'y a plus de marge en fait. Il faut que tu fasses différemment. Vous l'aurez compris, ce que j'ai envie de vous faire passer par là comme message, c'est que l'émotion, c'est une information. Donc ce que j'aurais dû vraiment faire, plus vous êtes dans la tempête, plus il faut savoir reculer. Prendre de la hauteur et du recul, c'est exactement ce que j'aurais dû faire. M'arrêter et me demander ce qui me manquait vraiment, au lieu de gérer les symptômes. Et puis finalement, mon 4e signal, ça a été le brouillard émotionnel. Les décisions que je prenais facilement avant me demandaient beaucoup plus d'énergie. Mais que ce soit aussi des décisions de partir en vacances. Hein. On va où? Comment est-ce qu'on organise la valise? C'était pas une incapacité totale, mais c'était une lourdeur. Chaque décision me demandait une énergie supplémentaire que je n'avais pas, vous vous doutez bien. Une hésitation là où il y avait de la fluidité. Et puis mon cerveau épuisé, en fait, il cherchait à économiser. Hein. Donc, il me réduisait ma bande passante. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, réduire la bande passante équivaut à parfois procrastiner, non pas par flemme, mais par manque de carburant cognitif, voyez. Donc à ce moment-là, je l'ai pas vu justement, mais si j'avais vu que j'avais un brouillard finalement décisionnel, c'était de reconnaître aussi que c'était pas un problème de compétence, c'est surtout un problème de ressources. Et ça, au regard de ma personnalité, ça aurait tout changé. Si vous vous reconnaissez peut-être là-dedans, c'est que certainement, il y a des signaux qui sont là. Pas de panique, il y a toujours de quoi faire, puisque tout ce que je vous décris là n'est pas mon burn-out, mais finalement des signaux de burn-in. Tous les signaux préalables à un burn-out, mais qui servent normalement, pour quelqu'un qui est éclairé, à réagir plutôt sans s'épuiser. Et puis finalement, mon dernier signal, ça a été l'isolement comme protection. Je parlais moins de ce qui se passait en moi. Quand on me demandait comment ça allait, je répondais « ça va », sans aller plus loin. Mais que ce soit ma famille, mes amis, où je pouvais dire que j'étais un petit peu fatiguée, que c'était un peu dur, mais en même temps, on était en période de fin d'année, c'était normal. J'en parlais pas, non pas par pudeur, j'ai toujours été plutôt quelqu'un d'assez ouvert là-dessus, mais parce que, en fait, formuler ce que je vivais me demandait une énergie encore que je n'avais pas, que je n'avais plus. Et donc, je comprenais bien qu'il y avait un truc qui déconnait quelque part, mais soyons honnêtes, c'est souvent par peur, en fait. Le dirigeant aussi a souvent peur de fragiliser la confiance qu'on a, en fait, de son équipe ou de ses clients vis-à-vis de lui. Et c'est ce qui m'était arrivé aussi. Ce que j'aurais dû faire, clairement, c'est d'en parler. En parler à une personne de confiance. Alors, j'avais monsieur à la maison qui voyait bien que ça n'allait pas. Mais comme je lui donnais pas plus d'informations, lui aussi, en fait, faisait passer ça comme c'est passager. Ça ira mieux. D'ici quelques semaines, on s'en sortira. Donc on pensait voir le bout du tunnel arriver. Mais plutôt, quelque part, et c'est vraiment ça aussi, c'est d'en parler à une personne de confiance. Moi, ce que je vous conseillerais plus, c'est d'en parler à une personne extérieure. D'en parler d'abord à un père. D'en parler à quelqu'un de neutre. Pourquoi pas d'en parler à un coach. La solitude, elle accélère l'épuisement. Et en fait, elle ne le guérit pas. Ça m'amène à mon 3e point, qui est de comment, finalement, quand on s'est dit tout ça, comment créer votre propre système d'alerte. Je vais vous partager ici un outil qui va être quelque part une jauge, d'accord ? Chaque semaine, vous pourriez faire cet exercice-là, si vous le souhaitez. Notez-le vous dans un cahier, quelque chose. D'ailleurs, j'espère bien que vous avez bien un cahier pour prendre des notes de tout ce que je vous dis dans ce podcast. Mais chaque semaine, je vous propose de noter de 1 à 10 et pourquoi pas le faire là, maintenant, tout de suite en m'écoutant. Notez de 1 à 10 votre état physique d'abord. Comment est-ce que je dors ? Est-ce que mon corps dort ? Comment est mon énergie au réveil ? La qualité de l'endormissement
c'est vraiment ce qui va conditionner la qualité de votre réveil. Mais la qualité de votre endormissement, elle vient aussi de la manière dont vous passez votre journée. Donc déjà, si vous notez de 1 à 10, vous sauriez vous demander après, ok, de quoi j'ai besoin, si vous avez noté 6 par exemple, de quoi j'ai besoin pour aller au 7, au 8, au 9 et enfin au 10. Qu'est-ce qui me manque, de quoi j'ai besoin? Deuxième jauge, c'est finalement la jauge des 4 ressources, physiquement en premier. On est tous des êtres humains qui avons besoin de manger, dormir correctement, s'hydrater, voilà. Deuxième jauge, c'est la jauge émotionnelle. Est-ce que j'ai du plaisir dans ce que je fais? Est-ce que je me sens véritablement épanouie et en joie? Est-ce que mon énergie est naturellement tirée vers le haut? Parce que j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Sur une jauge de 1 à 10. Encore une fois, si vous n'avez pas 10, de quoi vous auriez besoin pour pouvoir aller plus loin? Et puis, vous avez aussi cette jauge cognitive. La jauge cognitive, c'est est-ce que j'estime que je décide avec fluidité? Cette fluidité, c'est ce qui vous sort de ce brouillard mental. Mais cette jauge-là, est-ce que je décide avec fluidité? Elle doit vous permettre de mieux comprendre un petit peu ce que vous traversez. Est-ce que vous êtes dans le brouillard ou pas et de quoi vous avez besoin en fait pour gagner des points de fluidité. Et puis enfin, la dernière jauge, c'est finalement la jauge relationnelle. Est-ce que je me sens connectée aux autres véritablement ou est-ce que je m'isole? Petit bémol sur cette jauge-là, sur cette ressource-là. Est-ce que je me sens connectée aux autres? C'est pas moi vis-à-vis des autres. C'est comment je m'assure que l'autre est connecté à moi avec satisfaction. C'est-à-dire qu'on tisse des liens, qu'on maintient et qu'on développe des relations mutuellement satisfaisantes. Pour cette jauge-là particulière, il est nécessaire d'aller chercher du feedback. Voilà. Donc à ce stade, si vous avez finalement 2 de ces jauges qui passent sous le 5 pendant au moins 2 semaines consécutives, c'est pas un avertissement, c'est pas que vous allez rentrer en burn-out, c'est qu'il y a une action à prendre. Une émotion est une information qui invite à prendre une action. Un signe isolé, c'est une information. 2 signes, c'est un signal. Et 3 signes simultanés, là ça devient un petit peu une urgence quand même. Donc ne pas attendre, surtout ne pas attendre d'en compter 5 pour agir, quoi. Surtout pas. Votre énergie, c'est un petit peu comme la trésorerie de votre entreprise, si ça peut vous parler, d'accord? Si on part de cette métaphore-là, si votre énergie est la trésorerie de votre entreprise, vous devez la regarder chaque semaine pour votre business. Et bien regardez-la aussi pour vous, en fait, pour savoir comment est-ce que vous allez pouvoir investir ou pas du temps et de l'énergie. Donc à ce stade, la conclusion et la leçon centrale, finalement, ce que je peux vous partager, c'est ce que j'ai appris de cette période. Au plus vous vous écoutez, au plus vous prenez du recul et de la hauteur, au plus vous serez performant. Mais reconnaître tôt les choses, c'est absolument pas un aveu de faiblesse. En fait, c'est une compétence. C'est une compétence qui vous sert à aller plus loin dans votre marathon. Si vous ne faites pas ça, vous êtes en mode sprint et l'épuisement, il va arriver assez rapidement. Aujourd'hui, les meilleurs leaders que j'accompagne, et vous savez que j'ai cet outil-là qui mesure le niveau de compétence associé sur les 15 compétences du leadership clés en 2026. Les meilleurs leaders que j'accompagne ne sont clairement pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux, en revanche, qui ont appris à lire leurs propres signaux, d'accord? Et qui agissent, du coup, avant que le corps ne les force à s'arrêter. Vraiment. Donc la question puissante que j'ai envie de vous poser, si vous deviez noter, honnêtement, vos jauges, vos 4 jauges ce soir, physique, émotionnel, cognitif et relationnel, quelle serait celle qui vous inquiéterait le plus? À ce stade, si vous m'écoutez encore, ça veut dire que ce sujet vous touche. Cette question, du coup, mérite une vraie réponse. Pas une réponse de dirigeant, n'est-ce pas? Faites-moi une réponse humaine. Et si cet épisode vous a parlé, partagez-le à un dirigeant de votre entourage. Ce sera vraiment d'utilité publique. Pas parce qu'il en a besoin, mais parce que ce sont peut-être parfois des sujets dont on parle trop peu, d'accord? Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à retrouver mes accompagnements sur mon site internet www.coachinggeneration.com.
N'hésitez pas non plus à commenter ou m'écrire à l'email contact@coachinggeneration.com. Je vous remercie beaucoup de l'écoute que vous pouvez faire sur mes podcasts. N'oubliez pas de noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et puis dans tous les cas, où que vous soyez, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye tout le monde.